Bonjour à tout le monde. Merci Cathy de m'avoir effectivement sollicité pour participer à ce beau mouvement solidaire parce que effectivement on est dans une période chaotique et ça me semblait intéressant de pouvoir partager avec vous un peu ma vision euh, de comment se positionner, j'ai envie de quelle posture prendre par rapport au chaos dans lequel on est, le chaos ou la période de transformation. C'est déjà un premier élément. Tiens, comment on le voit? Est-ce qu'on le voit comme quelque chose où tout s'écroule, où tout s'effondre, ou au contraire comme une période où on a, tiens, des opportunités peut-être de recréer quelque chose de différent, d'aller vers quelque chose de différent. Ce moment de temps qu'on prend pour soi, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est au contraire un moment où on va pouvoir en profiter pour faire des choses qu'on ne s'est jamais permis, pour retrouver des contacts avec sa famille, ses enfants, avec des proches, même à distance? Voilà, donc déjà, on va voir qu'effectivement, le point de vue, comment on voit la situation est important. Elle va avoir un impact sur notre intériorité, extériorité. Euh, je vais déjà peut-être commencer par me présenter. Je vais en même temps partager les petits slides, voilà, les petits slides donc, que je vous ai préparés. Alors, je m'appelle Olivier Maslow, je suis PCC depuis bientôt 3 ans. J'ai eu une vie assez chaotique. Ça a commencé par une expérience de mort imminente quand j'avais 4 ans et demi. Je suis tombé sur du béton de 2,50 m plus bas, la tête la première. Après, j'ai eu une expérience assez particulière qu'on pourrait qualifier d'éveil quand j'avais 22 ans, où tout d'un coup, il y a eu comme un arrêt du temps, comme une métacompréhension de tiens, qui je suis, c'est quoi mon rôle ici sur Terre et c'est quoi cette chose-là qui était toujours là, que je voyais pas, comme cet état de méga conscience, cet être au-dessus, mais qui était moi en même temps. Voilà, en fait, donc une prise de conscience assez forte. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà réussi professionnellement ma vie. Je voulais être musicien de studio. J'étais déjà en train d'accompagner les plus grands à Paris, et puis j'avais déjà participé à plusieurs tubes. À 22 ans, je gagnais très bien ma vie, donc quelque part il y avait cette question, bon ben ok, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je serais pas mieux à aller accompagner les petits Africains? C'était un peu ma phrase. Et puis voilà, il y a eu ce moment-là particulier où j'ai compris qu'en fait que je sois là ou que je sois n'importe où ailleurs, la vie est une expérience. C'est aussi d'ailleurs un élément intéressant de se poser la question dans ce moment difficile, en quoi justement c'est pas une expérience qu'on est en train de vivre et en quoi elle va nous enrichir. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, j'irai naturellement un peu tourné vers l'autre. Je vais juste vérifier à nouveau. Oui, je referme. Faites attention simplement à bien fermer vos micros. Je sais que quand on arrive, souvent les micros s'ouvrent d'eux-mêmes, donc je vais faire en sorte de fermer les micros quand je peux pour éviter les bruits parasites, mais on les rouvrira encore une fois pour échanger entre nous. Donc, naturellement tourner vers les autres avec une autre vision de la vie, plus aucune peur de la mort, une acceptation de ce qui est arrivé. Et puis là, je suis parti dans cette carrière de musicien que j'ai continué. Ensuite, j'en ai eu marre de Paris. À 35 ans, j'ai arrêté la musique et je suis parti monter des chambres d'hôtes, des gîtes et un projet de golf qui a vu le jour autour de ma propriété. C'était du côté de Loches. Divorce, la quarantaine, divorce, donc un peu ras-le-bol aussi de l'administratif en France parce que c'était compliqué. Du coup, je suis parti en Belgique et là, je me découvre une leucémie. Tiens, une leucémie, un moment intéressant où tout d'un coup, bah oui, la vie, ça peut s'arrêter n'importe quand. Une question magnifique, ça a été, tiens, si j'ai plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire si j'ai plus que 6 mois à vivre? Bon, là, ça fait 12, 13, 14 ans peut-être même maintenant, donc je suis toujours là. Donc la question, voilà, j'ai pas eu à la mettre en application, mais en tout cas, c'est certain qu'à la suite de ça, je me suis formé au coaching parce qu'il y avait vraiment cette envie d'apporter quelque chose aux autres, cette envie voilà, par toutes ces expériences que j'avais eues, de pouvoir aussi accompagner les autres. Je me suis formé au coaching avec l'école BAO Coaching Ways, quand ils étaient encore ensemble en Belgique, pour ceux qui connaissent, Pierre Lucas et Marc Meulemans, des personnes superbes. Et puis, voilà, mon BAO m'a proposé de rejoindre leur rang, je me suis formé comme formateur, etc. J'ai ensuite rencontré une personne qui m'a proposé de traduire un livre de développement personnel qui s'appelle Transurfing,
qui m'a un peu propulsé dans le milieu du web, un peu sans que je le demande. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire de la formation web et à développer, à écrire des livres et à développer une approche que j'appelle l'approche neurosensorielle, c'est-à-dire un peu sur la base de toute l'approche neurocognitive et comportementale à laquelle j'ai été formé avec Jacques Fradin en Belgique, à l'INC. Eh bien, si on rajoute les sensations corporelles, qu'est-ce que ça fait? Et justement, c'est un peu sur cette base d'approche neurosensorielle que j'ai envie de partager un peu les différents outils. Donc, je vous parlais tout à l'heure de comment on se positionne par rapport à ce monde, ce chaos, cette période particulière qu'on vit. Tiens, pourquoi ça marche pas? Non, si ça marche. J'ai envie de dire que déjà par rapport, je ne sais pas si on entend les bruits des voitures qui passent, pourtant il n'y a pas beaucoup de circulation, mais à la limite, vous pouvez me dire dans le chat si c'est gênant ou pas, les bruits de circulation éventuellement. Ok, ou sinon je vais fermer la fenêtre. Allez, on va y aller comme ça, on lâche prise. Donc en fait, par rapport à toutes ces informations qui nous arrivent, par rapport à tout ce qu'on entend, toutes ces incertitudes, tous ces messages peut-être des fois contradictoires, eh bien en fait, c'est vrai que si on se laisse happer par l'extérieur, on a toutes les raisons de tomber dans une dynamique de peur. Une dynamique de peur, alors c'est quoi? D'abord, c'est l'ignorance, parce que qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je ne comprends pas tellement ce qui se passe. Et puis, en plus de ça, il y a tout ce que j'entends. Il y a des choses contradictoires. Il y a des personnes qui donnent des infos, puis c'est d'autres infos différentes après. Donc, moi, je ne sais pas. Je suis là et avec cette ignorance, ben, quelque part, je vais rentrer dans une souffrance parce que j'aimerais bien avoir des réponses. J'aimerais bien savoir. Hein. Là, on a toujours cette envie d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Et en fait, bah, du coup, il y a des peurs parce qu'il y a cet inconnu. On se retrouve face à cet inconnu. Combien de temps on va être confiné? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je risque d'être malade? Est-ce que mes proches risquent d'être malades? Toutes ces questions-là qui vont générer des peurs. Et du coup, on va commencer à s'éviter, à éviter de se toucher de trop près. On va éviter de sortir. On va éviter enfin, plein de choses. On va s'éviter de sortir de chez soi, ne serait-ce que ça. Et puis, on va au contraire se fixer sur des choses importantes pour nous. Il y a des importances qui arrivent. Et cette notion d'importance, j'ai envie de dire que c'est directement le facteur de la stressabilité chez nous. Parce que plus une chose est importante pour moi, plus j'ai besoin qu'elle soit accomplie. J'ai un besoin qui est là. Et du coup, si cette importance n'est pas accomplie, ben à ce moment-là, je tombe dans le stress. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfait chez moi. Donc, toutes ces successions de postures, d'état d'être, j'ai envie de dire, nous amènent dans une forme de résistance. Et donc, dans cette résistance à ce qui est, résistance à ce qui se passe, ben, on peut tomber dans la colère, on peut tomber dans la tristesse, on peut tomber dans pas mal de choses. On n'est pas dans le flux de l'événement. Et du coup, on peut rentrer aussi dans des dynamiques où on va vouloir contrôler, on a besoin de sécurité, du coup on a peut-être besoin de reprendre une forme de pouvoir d'action ou peut-être d'être reconnu dans notre souffrance. Toutes ces postures en fait nous amènent à nous identifier au problème et quelque part on est en dépendance d'avoir de l'info, dépendance d'avoir tout un tas de réponses et ça a un impact sur notre état intérieur. Et là je vais vous donner un premier élément qu'on développe avec l'approche neurosensorielle, c'est la map. La map, c'est quoi? C'est la map en anglais, ça veut dire carte, ça veut dire c'est la carte de notre état intérieur. Et il y a trois éléments dans cette carte, c'est le mental, c'est-à-dire à quoi je suis en train de penser, quelles sont mes pensées. L'affect, c'est-à-dire dans quelle émotion je suis. Et puis les sensations physiques, c'est là qu'on arrive dans cette sensorialité, c'est comment est mon corps, qu'est-ce qu'il me dit, est-ce que je suis plutôt contracté en résistance, etc. Là, il y a des chances qu'avec toute cette dynamique d'être happé et impacté par toutes ces infos et ce qu'on perçoit comme un chaos, à ce moment-là, il y a tout un tas de chances pour qu'on soit dans des pensées qui tournent en boucle avec des incertitudes, avec des émotions de tristesse, de colère, de résignation, et puis des sensations physiques de stress, contractées. Et
là où c'est un peu paradoxal, c'est que quand on va être dans ces dynamiques de peur et de stress, eh bien quelque part notre système immunitaire baisse et on a d'autant plus de chances d'être attrapé par le virus. Donc c'est pas forcément la bonne solution d'être tourné vers l'extérieur. L'idée c'est au contraire de se tourner vers l'intérieur. À ce moment-là, la différence, c'est que effectivement, on va partir de ce qui se passe. Et au lieu d'être à vouloir avoir des réponses, on va juste se poser des questions. J'aime bien cette idée que la réponse arrête le voyage, alors que la question déclenche. Et en fait, la question, si on parle de neurosciences et si on veut déclencher le cerveau adaptatif, eh bien, la question sans réponse va permettre d'obtenir une réponse plus profonde. C'est-à-dire que si je me pose une question et j'apporte tout de suite une réponse, c'est mon cerveau automatique qui va répondre. J'en parlerai un peu plus tard. C'est la réponse du mental, c'est tout fait, c'est les bons pourcents, bien sûr, etc., etc. Alors que si je me pose juste des questions et que je me repose cette question sans jamais essayer d'apporter la réponse, à ce moment-là, je vais déclencher quelque chose au niveau de l'intuition. Et à un moment ou un autre, il y a quelque chose qui va arriver qui va être de l'ordre de l'évidence parce que c'est vraiment une réponse beaucoup plus profonde. Donc le questionnement sans réponse, c'est une démarche qui est totalement adaptative parce qu'elle va permettre l'émergence de solutions qu'on n'a pas apprises. Des solutions qui vont venir vraiment de notre créativité, de notre intuition. Après, effectivement, on va essayer d'avoir des feedbacks, c'est-à-dire, tiens, ne serait-ce que mon corps, là, d'ailleurs, on a toujours cette map qui est là. Hein. Qu'est-ce qui me dit, mon corps comment je me sens? Est-ce que je suis crispé? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis prêt à explorer par rapport à telle question? Tiens, peut-être qu'il y a un mot qui a un impact sur moi. Tiens, ça veut dire qu'il y a une importance à travers ce mot. Donc, on peut un peu s'auto-coacher à partir de toutes ces sensations qu'on va ressentir en fonction de ce qu'on vit, en fonction des questions qu'on se pose et tout, mais il y a vraiment une idée d'être totalement explorateur, totalement observateur de ce qui se passe en nous. C'est pour ça qu'on va se tourner vers l'intérieur. On est vraiment observateur de la situation, de l'événement, de ce qui se passe à l'extérieur, observateur des gens qui souffrent. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté au niveau émotionnel, non, on peut être dans la compassion, dans l'empathie, etc. Mais il y a en même temps quelque chose un observateur qui est détaché, on a pris du recul, on n'est plus la tête dans le guidon, on a pris du recul et on est capable à ce moment-là d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et à ce moment-là d'aller regarder, d'aller se poser des questions, d'aller chercher des informations, d'activer une forme de curiosité, parce que cette curiosité va nous permettre d'avoir une information qui nous permettra vraiment d'avoir une vision qui sera la nôtre, et qui ne sera pas celle imposée par les médias, les gouvernements et toutes les peurs qu'on entend à droite à gauche. Et donc, à partir de ce moment-là, on se positionne dans cette curiosité, cette ouverture, et c'est une forme de lâcher prise de ce qui pourrait arriver quelque part. On ne va plus chercher à avoir absolument des réponses. Eh bien, on se met dans une posture agile. On se met dans une posture agile qui va être favorisée, qui va être d'autant plus amplifiée par cette réceptivité. Comme je parlais de curiosité, la curiosité en neurosciences, c'est absolument pas un défaut. D'ailleurs, le coach de lui-même est curieux de ce qui se passe dans la tête de son coaché, donc au contraire. Et puis, avec effectivement cette bienveillance qui est là, et puis cette sensorialité, effectivement, parce que le corps nous envoie sans arrêt des informations. Et en fait, c'est notre meilleur guide, le corps. Hein. Quand on prend une décision, quand c'est une évidence, il n'y a même plus le mental qui est à l'œuvre. Le corps, il est dans une forme de lâcher-prise, d'ouverture, de détachement, c'est OK. Par contre, dès qu'on est en train de se questionner, mais plutôt tourné vers l'extérieur et dans la peur, à ce moment-là, ça se contracte. Donc, effectivement, toujours dans cette observation de ce qui se passe au niveau de cette sensorialité, en étant curieux de ce qui va se passer, et puis très réceptif à tout ce qui peut nous arriver, et puis avec cette forme de bienveillance. Hein, quand je parlais de compassion, de bienveillance, c'est d'empathie. Voilà, c'est des qualités humaines quelque part qu'on va pouvoir développer parce que on se sera vraiment tourné vers soi et vers une vision beaucoup plus large de la situation que de se replier sur soi dans la peur. Vous voyez, quand je dis se tourner vers soi, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste se tourner vers l'essentiel de qui on est. Et d'ailleurs, si je prolonge un peu donc ces slides,
eh bien, on va s'approprier l'expérience. C'est-à-dire, c'est plus une expérience que je vais subir, mais c'est une expérience dans laquelle j'interagis. Je vais peut-être pouvoir faire des choses. Moi, il n'y a pas longtemps, je me disais, mais si j'avais 20 ans, 25 ans, ben, j'irais aider les agriculteurs à récolter, j'irais faire des choses. Voilà, s'approprier, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Quelle part de responsabilité j'avais envie de mettre, en quoi je vais pouvoir me sentir partie prenante, en quoi je vais pouvoir aller peut-être prendre un levier d'action à travers cette expérience. Je me l'approprie, je la vis. Je ne suis pas juste spectateur passif dans mes peurs. Je vais vivre l'expérience parce qu'à travers toute cette expérience, je vais m'enrichir. Et puis, il y a aussi cette histoire d'engagement. Oui, j'y vais. Oui, peut-être qu'il y a des peurs. Peut-être que c'est pas facile. C'est pas facile d'aller voir certaines choses. C'est pas facile de se poser certaines questions. C'est évident. Et pourtant, c'est parce que j'y vais, c'est parce que je m'engage sur ce chemin que je vais pouvoir continuer à obtenir des informations, à vivre l'expérience et à m'enrichir à travers cette expérience. Et donc, oui, la confiance est là. La confiance est là que oui, je suis dans cette exploration et je suis capable de m'adapter s'il faut et en même temps confiance que là c'est une notion peut-être un peu plus difficile à concevoir mais que la vie il y a une intelligence dans le vivant, la vie m'envoie les expériences que je dois vivre. Donc là, avec cette confiance-là, je suis plus dans l'idée de vivre le chaos, je suis dans l'idée de vivre une expérience qui, de toutes les manières, va m'apporter quelque chose. Et puis, l'idée du pardon, c'est important. Se pardonner soi, pardonner à l'autre, pardonner peut-être aussi à ces gens qui nous divulguent des informations morbides. C'est important parce que sinon, ben, on revient dans la résistance. Si on n'est pas capable de se pardonner à soi, peut-être d'avoir agi de telle ou telle manière par rapport aux peurs ou même de pardonner aux autres, ben, une agressivité, une manipulation, ou peu importe, eh bien à ce moment-là, c'est comme si on est en train de créer de la résistance, donc on retourne à la limite, on recommence à se faire impacter par l'extérieur. Le pardon, c'est pas tellement le fait de libérer l'autre, c'est le fait de se libérer soi. Hein, se libérer soi de tout le ressentiment, de tout ce qu'il pourrait y avoir, pour au contraire vivre d'autant plus l'expérience soi avec soi. Et puis, donc, du coup, cette forme de plénitude qui nous ramène à la présence, c'est vraiment, effectivement, ici et maintenant, moi avec moi. Je vous ferai faire un petit exercice tout à l'heure où je me remets, j'ai envie de dire, sur mon trône, je me remets dans ma puissance, je remets dans ma lumière, je me remets ici et maintenant, dans ma présence, et je regarde l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est parce que j'ai cette force intérieure, dans cette présence, que l'extérieur ne m'impacte plus et que par contre, je vais pouvoir adopter des réponses, je vais pouvoir apporter des réponses à ce qui m'arrive au lieu d'être plutôt dans la réaction parce que bouleversé, tourneboulé par mes peurs. Il est 52. Bon, ben, je vais continuer un peu et puis on fera peut-être un petit break avant que je vous propose quelques exercices, un petit question time. Alors après, ce travail, cet engagement, c'est effectivement cette partie à droite, on va travailler sur la croissance et sur la fixation. La fixation, c'est ce que je disais, hein, j'ai des choses qui sont là, qui me polluent, qui m'impactent, etc. C'est quoi les fixations qui sont là? C'est quoi les importances? C'est quoi ce qui m'empêche de me libérer de tout ça? C'est tous ces défis qui sont là, tous ces challenges à relever. C'est un peu comme descendre dans la caverne et aller affronter le dragon, parce qu'il y a ces dragons, c'est ces peurs qui sont là. Ces peurs, elles me bouffent de l'énergie, parce qu'elles m'accaparent ma pensée, elles m'accaparent toute mon énergie. Eh bien, à partir du moment où je veux faire ce travail, j'en ressors, le dragon, je ne suis pas allé le combattre, au contraire, j'en ai fait un allié. Cette peur qui était là, je suis allé la traverser, je me suis engagé dans ce chemin, c'est un peu la quête du héros. Je suis allé traverser ces peurs, je suis allé combattre à travers les forêts sur mon fidèle destrier toutes ces peurs, toutes ces ombres, toutes ces bestioles noires qui étaient là. Mais du coup, à partir de ce moment-là, j'en ai fait des alliés. J'ai récupéré cette énergie qui s'en allait dans ces peurs, je l'ai récupérée avec moi et je suis plus fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, cette expérience que j'ai pu accumuler et qui m'a renforcé, je vais pouvoir la redonner. Et c'est l'idée vraiment dans cette posture de chaos, d'abord de travailler sur soi pour aller faire alliance avec ce dragon des peurs,
pour ensuite, au contraire, contribuer. Ça, vraiment, c'est le boulot du coach. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? D'ailleurs, vous êtes tous là dans ce mouvement de coaching solidaire. C'est pour apporter. C'est parce que vous savez, vous avez appris des choses sur vous-même. Vous avez envie de les redonner. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir rapporter au système? Qu'est-ce que je veux, comme Ulysse quand il revient de son voyage, qu'est-ce qu'il ramène? C'est un peu ça. L'idée, c'est de travailler sur soi, se retrouver soi, pour ensuite se retourner vers l'extérieur, mais dans une autre dynamique. On n'est plus dans la résistance, on est dans le don, on est dans la contribution, dans l'ouverture, on est dans cette dynamique du cœur qui, de mon point de vue, est plus que nécessaire. Et je pense, et j'espère que tout ce qu'on vit là va nous amener dans une autre dimension, j'ai envie de dire, par rapport au monde dans lequel on était, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler déjà au passé. Je vous propose, si vous voulez, je vais arrêter de partager l'écran. Et puis, si vous avez des petites questions, si vous voulez qu'on échange un peu, j'ai déjà parlé une vingtaine de minutes. C'est peut-être le moment d'échanger. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Vous avez des partages à faire? Alors, pour ça, vous pouvez appuyer sur le micro. Moi, si vous appuyez sur le micro, je vous vois positionner. Profitez-en, c'est une plateforme interactive. Non? Pas de questions? Cathy? Non, non, je vois ton... Non, t'entends pas, Cathy. Oui, Oui. j'essayais de donner la parole. Je crois qu'il y a Margaret qui essayait de nous parler. Sinon, il y a un message écrit. OK. Benoît nous demande le lien avec la courbe du deuil. En fait, oui, on pourrait dire que le chaos, le confinement, tout ce qu'on va vivre ici, c'est le choc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut être en colère. D'abord, il y a le déni, non, c'est pas possible, on va pas rester confiné. Puis il y a la colère, et puis il y a tout ça. Et c'est vrai que euh, la tristesse, le ressentiment, c'est un peu le fond de cette courbe du deuil. Et je pense qu'effectivement, le pardon, c'est une forme d'acceptation. C'est un peu ce moment-là où, OK, j'ai accepté, j'ai fait le deuil, je me pardonne, je pardonne aux autres, et puis à partir de ce moment-là, je peux reconstruire, effectivement. Et il n'est pas nécessairement dans la courbe du deuil, mais je trouve qu'effectivement, Benoît, c'est une excellente idée de mettre le pardon dans la courbe du deuil, et je pense que je vais y repenser. Merci pour cette idée. Oui, effectivement. Le Ouais. pardon, c'est une forme d'acceptation. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. J'ai fait ça, et puis ben, c'est pas grave. Ici et maintenant, voilà, je fais un peu un reset. Je me remets à zéro pour justement pouvoir aller vers une reconstruction. Sylvie qui a ouvert son micro. Ouais. Ouais, j'ai une question et témoignage peut-être en même temps. J'ai le sentiment aussi que c'est le bon moment quand on est dans ce retournement vers l'intériorité, voilà, se retourner vers la Dhamma, euh, pour, euh, pour proposer un travail de tri, de faire vraiment le tri, de faire le tri dans ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça nous donne comme opportunité de lâcher? Pourquoi c'est bien de le lâcher maintenant plutôt qu'on n'aurait pas pu le lâcher avant? Et que ce soit je dirais une posture personnelle, dans nos fonctionnements, dans nos croyances, dans nos peurs, etc. Mais aussi dans ce qu'on fait avec les autres. Je pense que voilà, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur ce retournement. Enfin, je vois comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, c'est ce que j'ai vécu pendant la leucémie. Hein. Si Mm. je me rends compte que la vie peut s'arrêter n'importe quand, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ici et maintenant? Ça, c'était une sacrée question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Du coup, je me suis formé au coaching. T'as deux questions, Olivier, dans le fil de conversation. Oui, et puis je vois Violaine aussi. Alors, comment la personne traverse ses peurs? Eh bien, j'ai envie de dire, la peur, c'est comme si c'était un panneau indicateur, c'est là qu'il faut que tu ailles. Parce que la peur, on le sait, c'est 95%, 97% d'imaginaire. Donc la peur, oui, si je suis face à un loup, là, effectivement, il y a une peur reptilienne qui est là parce que c'est ma survie. Mais sinon, c'est la peur, c'est y aller. Il faut y aller. Et c'est ça, s'engager, c'est aussi s'engager vers quelque chose qui peut être difficile, qui peut nous mettre dans notre vulnérabilité. Et je pense que cette notion de vulnérabilité
est bénéfique parce que oui, je suis vulnérable. C'est parce que je crois que je suis invulnérable que j'ai des comportements irresponsables. Par contre, si je me sens vulnérable, mais que je vais aussi me mettre en position de vulnérabilité, ben, quelque part, mon cerveau il va s'apercevoir que c'est tout un plat que je me faisais et puis qu'en fait c'est pas si important que ça. On a des exercices dans l'approche neurosensorielle. On va vraiment faire visualiser à la personne des peurs. On va vraiment la plonger dans ses peurs. Et vous pouvez compter sur moi pour aller activer l'imaginaire de la personne, mais sauf que bon, on alterne avec des visions aussi positives, négatives, positives, et au bout d'un moment, le cerveau, il est brinque-ballé entre ces deux visualisations. Vous savez qu'avec les neurones miroirs, il ne fait pas tellement la différence entre la réalité de la situation et la visualisation, mais en tout cas, ce qu'il en ressort à la sortie, c'est ben oui, ben je me faisais tout un plat pour quelque chose qui, pour finir, n'est pas si grave que ça. Donc, traverser la peur, aller vraiment voir la peur, aller la vivre. Aller faire face à ça. Moi, j'avais très peur de la peur du banquier, etc. à une époque de ma vie. Eh ben, il a fallu que je me retrouve sans argent pour me rendre compte que c'était pas pire que ça. Et qu'on trouve toujours des solutions. L'autre question, c'est la map. Oui, alors la map, je vais en reparler après. Je ne sais pas tout à fait pareil que l'index de computation. Alors, l'index de computation, c'est le signe Mercedes, si je me souviens bien, à l'époque de BAO, mais alors là, ça fait longtemps. Il faudrait que me rappeler ça. Sinon, je vais me permettre, il y avait Violaine qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Bonjour et merci. C'est passionnant. Je voulais rebondir parce que là, tu présentes, enfin, j'imagine que c'est pour la présentation, comme l'évolution jusqu'à l'acceptation comme quelque chose de linéaire. Or, moi, ce que je vis et ce que j'entends que ce soit d'autres coachs ou des amis, c'est qu'on passe beaucoup par de up and down, quoi. Tout d'un coup, il y a un coup de mou et puis il va falloir retrouver l'énergie de rebondir. Voilà, je voulais voir un peu ce que tu avais envie à en dire. En fait, le up, le down, c'est ce que j'appelle une mentale attaque. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup le mental qui revient il vient à l'attaque, il vient nous remettre des idées noires, etc. Eh bien, tout à l'heure, les exercices que je vous donnais, pour moi, ils sont fondamentaux parce que justement, ils permettent de revenir à soi. C'est-à-dire, on va se voir qu'on va s'occuper de la pensée, on va la remettre dans le moment présent, et donc on va sortir du mental, de cette mentale attaque. C'est revenir à soi à chaque fois. Et vous allez voir des petits outils vraiment très simples pour revenir à soi. Merci de ta question, Violaine. Merci. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait ouvert son micro à un moment Moi, j'aimerais bien parler. Oui, c'est ça, Margaret, oui. Donc, en fait, vous parliez de la courbe du deuil, là, qui est très intéressante. Et comme vous dites, on est dans un choc, sachant qu'aujourd'hui, dans le confinement, nous sommes assez solo. Et qu'aussi en entreprise, on est très individualiste et que le collectif n'est pas toujours au rendez-vous, puisqu'en fait, moi, je travaille sur le collectif avec mon association sur le mieux vivre l'entreprise. Et je me suis rendu compte, bien évidemment, de cela. Et donc, le collectif n'est pas toujours au rendez-vous. Et comme dit Sylvie, c'est un bon moment, c'est un moment propice pour aller à la réflexion de soi-même et aller chercher plus profondément. Je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, cette réflexion doit être productive et non nocive. Donc aussi, tout à l'heure, dans votre diagramme, vous mettiez le don, enfin, je dis un peu la fin, et vous parliez du cœur. Alors, en fait, en entreprise, celui qui a créé l'entreprise, le dirigeant, il y a un ADN dans l'entreprise. Peut-être il l'a oublié au bout d'un certain nombre d'années, mais il y a un ADN. Donc, il y a un cœur. Et vous parliez du cœur, le don et le cœur. Le don m'interpelle et le cœur aussi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on va avoir une notion de courage. On va appeler au courage, mais le courage n'est pas ce que l'on croit. Le courage est un acte qui vient du cœur, du plus profond de soi-même. Comme la lucidité, on devient lucide, donc on agit avec le cœur. On parlera peut-être d'une émotion peut-être, mais le cœur, c'est quelque chose d'important, c'est très intérieur. Et aussi, donc c'est cette notion de courage qui pour moi m'interpelle, puisqu'en fait elle vient du cœur. Et depuis des années, on est loin du cœur et loin de l'ADN de l'entreprise.
Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a écrit avec Samy Calel un bouquin qui s'appelle Le leadership du cœur, qui est dans les éditions G Réseau. Et Je le connais, on vient de faire oui, une réédition où on a rajouté un chapitre sur le courage. D'ailleurs, oui, c'est la même racine. Hein. Cœur, courage, c'est la même oui. racine étymologique. Mhm, Donc oui, oui, mhm, c'est oui, oui, le courage, mais le courage. D'ailleurs, c'est souvent les peurs qui vont nous conduire à l'individualisme et empêcher ce partage et ces échanges du collectif. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou qu'est-ce qu'on va me prendre, ou qu'est-ce que je vais y perdre, etc. Donc, euh, donc oui, c'est une forme de courage d'aller vers sa vulnérabilité. C'est en ça que je disais que c'est un mot important. Je suis ouais, vulnérable, je reconnais ma vulnérabilité et du coup, ben voilà, je me mets dans cette posture d'assumer cette vulnérabilité et donc d'avancer. Et mhm. d'avancer, et plus je comprends que c'est avec les autres que je vais pouvoir, par cette force du collectif, grandir, et qu'ensemble on va plus loin, même si tout seul on va peut-être plus vite, mais ça dure moins longtemps. Voilà, à partir du moment où je me mets dans cette dynamique, je vais Oui, pouvoir vraiment développer quelque chose. Là, on sort un peu du sujet de l'atelier, mais je suis en train mhm, d'écrire un bouquin sur justement ces architectures invisibles qui créent mhm. les résultats qu'on a. Et dans l'entreprise et un peu dans la société actuelle, c'est l'idée qu'on est dans un monde de prédateurs. En fait, dans la nature, il n'y a pas de prédateurs, il y a des gens, il y a juste des espèces qui vont rééquilibrer des territoires. Mais si on les considère comme des prédateurs, on peut être dans la peur. Alors que si on considère qu'on est tous là pour équilibrer un territoire et que dans l'entreprise, c'est aussi un territoire qui peut être parfaitement équilibré avec des rôles, des fonctions et puis voilà où on sort un peu de l'émotionnel et de l'ego, à ce moment-là, on peut retrouver cette forme de collectif. Mais là, on sort un peu du cadre Et ça va recréer des liens, ça c'est sûr. Voilà, voilà, absolument. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais me permettre de continuer parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les petits exercices. Donc je vais remettre mon partage d'écran. Voilà. Donc là, c'est un peu Fradin, hein, Fradin qui nous parle de 4 centres de gouvernance. Euh, En fait, l'adaptatif, c'est le préfrontal. Le mental, c'est tout ce qui est centre d'apprentissage et toutes les pensées. L'animal, ce serait plutôt le positionnement grégaire par rapport aux autres. Est-ce que je suis dominant, soumis, marginal, axial, etc. Et le reptilien, c'est plutôt la survie individuelle. Nous, dans l'approche, quand on intervient en entreprise, par exemple, on parle plutôt juste de trois cerveaux. On dit on a un adaptatif, un automatique et un reptilien. Et juste un petit rappel sur qu'est-ce qui va créer les tensions, qu'est-ce qui va créer le stress. En fait, le reptilien, lui, a 4 états. Ces 4 états, c'est l'activation de l'action, c'est-à-dire lui, il est chargé de la survie individuelle. Donc, si j'ai besoin de me mettre, d'aller chercher à manger, de boire, etc., je me mets en action pour assurer cette survie. Et puis les 3 autres, c'est en cas de prédateur, la première chose que je vais faire, je vais fuir. La deuxième chose, c'est si le prédateur me rattrape, je vais essayer de me débattre, de lutter. Peut-être qu'un coup de sabot d'une gazelle pourrait assommer la lionne qui en profiterait à ce moment-là, elle, pour s'enfuir. Et puis l'inhibition de l'action, c'est la stratégie plutôt de la petite souris avec le chat qui fait la morte jusqu'à ce que le prédateur s'en désintéresse et aille voir ailleurs. Et donc en fait, on a donc ces 4 états avec 3 stratégies de survie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que normalement, ces 3 cerveaux sont au service à notre service, d'accord? Ils sont là pour nous aider. Le reptilien, on est d'accord, c'est de la survie individuelle, c'est-à-dire il faut manger, il faut assurer les besoins fondamentaux et en même temps, il faut faire gaffe aux reptiliens, aux prédateurs. L'automatique, eh bien, c'est un peu tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a, même par notre éducation pour le positionnement grégaire ou par tout ce qu'on a appris, tout le savoir qu'elle a, toutes les expériences, beaucoup par punition récompense. C'est-à-dire j'ai fait ça, j'ai été puni, je sais qu'il faut plus que je le fasse et tiens ça je suis récompensé donc je peux continuer. Donc quelque part c'est aussi là qu'on va voir tous les freins, tous les mensonges. J'aime bien ce mot de mensonge. Si vous avez regardé la conférence que j'ai fait pour ICF Synergie, je parle des mensonges qu'on s'est construits parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans la symbolique qu'on aurait dû avoir. La symbolique, c'est quoi? C'est papa égale sécurité, maman égale amour, et puis il n'y a pas de relation sexuelle avec les parents. Ça, c'est un principe de base qu'on retrouve à travers toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations.
À partir du moment où il y a quelque chose, tiens, maman m'a crié dessus parce qu'elle était en colère contre papa, mais du coup, ça veut dire qu'elle m'aime pas, donc je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà, c'est un mensonge qui se fait. Eh bien, tout ça, ça vient se mettre dans le mode automatique. Ce qui fait qu'en fait, par rapport aux situations, eh bien, on va rentrer dans le mode automatique. Alors, la plupart du temps, c'est parfait. Là, je vous parle, c'est mon mode automatique qui va choisir le mot qui va me permettre de faire tout ce qu'il faut pour que je vous parle. En même temps, j'utilise l'ordinateur, etc. Je n'y pense même pas, c'est parfait. Merci mon mode automatique. Par contre, dès qu'on va se retrouver dans une situation inconnue, et c'est ce qui se passe en ce moment, avec une forme peut-être de difficile, de situation difficile à gérer, eh bien à ce moment-là, l'automatique ne suffit pas. Il faut passer en mode adaptatif. Mode adaptatif qui va nous permettre là d'activer la sérénité, l'intuition, la créativité. C'est vraiment les éléments principaux qu'on retrouve dans ce cerveau préfrontal. Mais si le mode automatique se dit non, c'est pas possible, je n'accepte pas, ça peut pas se passer comme ça, c'est pas ce que je voulais, etc., etc., quelque part, il va bloquer la communication avec l'adaptatif. Là, ça passe plus. Et du coup, la grosse voix qu'on a dans la tête du mental du mode automatique, elle prend toute la place et on n'est plus capable d'entendre l'intuition. Par contre, l'adaptatif, lui, il a un moyen pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans la posture idéale par rapport à la situation, voire même que notre interprétation est erronée, c'est d'envoyer un petit signal au reptilien en disant, dis donc, il y a l'automatique qui fait n'importe quoi. Tu ne voudrais pas nous envoyer un petit coup de stress? Et donc à ce moment-là, on retrouve les trois formes de stress. Stress de fuite, voilà, j'ai confusion mentale, je rougis, je me sens pas bien, il y a les bras qui bougent un peu de manière un peu compulsive et j'ai qu'une envie, c'est de sortir. Stress de lutte, là c'est la colère où je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour impressionner l'autre parce que j'ai un besoin à satisfaire. Puis stress d'inhibition, c'est plutôt le découragement, ça pourrait être plus la tristesse, après la colère, la tristesse, ces deux bonnes copines d'ailleurs, ces deux émotions, parce que non, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, etc., découragement. Mais l'idée, c'est de se dire que ces trois formes de stress, on les retrouve dans nos sensations corporelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est observateur de ce qui se passe au niveau de nos sensations corporelles, on est capable de se dire, tiens, je commence à me sentir pas bien, là. Tiens, je sens que ça se resserre un peu. Il y a quelque chose en moi qui me dit que, tiens, je suis en train de me faire attraper. Il y a mon mental, la fameuse mentale attaque qui est en train de revenir. Et puis, du coup, je commence à partir à l'extérieur. Je me suis décentré. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément extérieur qui vient me toucher. Et donc, l'idée, c'est quand on va sentir ce stress qui arrive, c'est à ce moment-là, appliquer des petits outils tout bêtes pour revenir à soi. Et c'est là que je voulais revenir, vous proposer ces petits outils. Le premier, j'ai parlé de la map. Alors sincèrement, je ne me rappelle plus tout à fait de ce que c'est que l'index de computation, mais effectivement, je crois qu'il y a pensée, émotion, action, je crois, le troisième. Alors c'est un peu différent, parce que là, quand on parle de physique, on parle de sensations corporelles et non pas d'action. Si je me souviens bien, je n'ai pas le chat devant moi, mais il me semble que ce serait la différence. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, tiens, je fais un arrêt sur moi-même, là, quand je commence à être un peu embarqué, là. Ok, et puis ce petit arrêt, c'est parce que j'ai ressenti que ça c'était en train de se contracter, je suis plus tout à fait moi. Ok, tiens, voilà, je fais un petit arrêt, tiens, c'est quoi mes pensées là? Quoi je suis en train de penser? Et la question que je peux me poser derrière, c'est est-ce que ça me sert de penser à ça? En quoi ça me sert? Et si ça ne me sert pas, peut-être que je peux repartir vers une autre pensée. Quand j'ai mis en place ça, j'avais 25 ans. C'était Conversation avec Dieu, le livre de Neil Donald Walsch, qui m'a été comme une révélation parce qu'il disait exactement ce que j'avais déduit de ma séance, de mon expérience d'éveil. Là, je retrouvais exactement mes conclusions. Et par contre, il donnait un truc, d'ailleurs, qui a été repris dans Fradin, il appelle ça le remplacement de la pensée. C'est si vous vous rendez compte que vous avez une pensée qui n'est pas appropriée, changez-la. Ok, alors donc moi j'avais ma pensée, c'était ok, tout va bien, j'ai ma bonne étoile avec moi, tout va bien. Ok, et donc ça permet un peu de refaire revenir la pensée dans le bon sens, dans une vision positive, plutôt que d'être happé par cette négatif qui provoque ce stress. L'émotion aussi, je regarde mon émotion, tiens ok, je suis dans quoi? On pourrait dire aussi la qualité d'énergie, si vous regardez le webinaire avec ICF, Synergie, on parlait de 5 qualités d'énergie. Est-ce que je suis plutôt burk? J'en veux pas, je veux pas voir ça, le confinement, j'en ai marre d'être à la maison. Ou est-ce que je suis bof? Ouais, je suis confiné, mais ouais, ce serait mieux, je serais ailleurs, ce serait mieux.
Ou est-ce que je suis plutôt il faut, bon, ok, il faut être confiné, donc il faut s'organiser, etc. Donc on commence un peu à se remettre un peu dans l'action. Ou est-ce que je suis miam parce que ça va me permettre peut-être de goûter à des expériences différentes. Peut-être que oui, il y a peut-être des choses que je vais pouvoir faire. Et puis, est-ce que c'est waouh parce que c'est génial, j'ai du temps pour moi et puis je peux faire plein de choses et tout ce que j'avais jamais eu le temps de faire, je le fais. Vous voyez, cette qualité d'énergie, on pourrait dire, ces niveaux d'énergie, c'est un peu ce qu'on va retrouver au niveau des sensations et au niveau de l'émotion. L'émotion va elle-même, je dirais, conditionner la qualité d'énergie et ça va se retrouver dans mes sensations corporelles. Est-ce que je suis complètement crispé ou est-ce que je suis ouvert, détendu? Donc, avoir ce petit moment de lecture de soi, ça va permettre aussi de mieux, comme je disais, avoir le feedback. Hein. Ok, j'ai un petit feedback sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et du coup, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Et ça, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Est-ce que je reste là-dedans? Pourquoi pas? Je peux décider de rester là-dedans parce que j'ai envie de partir en guerre, j'ai envie de lutter, j'ai envie de je sais pas quoi. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie juste de me retrouver moi dans ma sérénité et puis pouvoir me mettre à la disposition des autres et contribuer. Voilà. Donc c'est juste une histoire de libre arbitre. C'est à nous de choisir. On a toujours le choix. Le libre arbitre, c'est même infiniment plus puissant que ce que je pouvais toujours imaginer quand j'entendais parler de ça à l'école ou à catéchisme. Enfin, c'est beaucoup plus que simplement le fait de décider. Ça conditionne tout le reste, j'ai envie de dire. Et puis sinon, là, c'est le petit outil que je donne quasiment à toutes les personnes en ce moment que j'ai en coaching parce que justement, elles se font happer par ça. C'est la respiration sensorielle. Alors, j'ai trouvé un petit schéma pour mieux faire comprendre. On sait que la respiration, c'est quelque chose qui calme naturellement. C'est-à-dire que quand je respire, ok, quelque part, je respire, ben ça détend. Okay. Mais là, on va rajouter un aspect sensoriel et à ce moment-là, non seulement ça va détendre, mais on va sortir du stress et avec un peu de technique, avec un peu d'entraînement, mais quand je dis un peu d'entraînement, c'est quelques jours, je vous donnerai des petits outils pour faire l'entraînement, c'est en quelques secondes qu'on sort du stress. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, si vous êtes stressé, c'est que la pensée était impactée par l'extérieur. La pensée se balade, elle est dans l'inquiétude, elle est dans la peur, elle est dans le regret, elle est dans le rêve, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est pas là, ok? Et donc, ramener la sensation dans le présent, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque part ramener la pensée dans l'observation d'une sensation corporelle, Et à ce moment-là, en allant focaliser la pensée sur cette sensation corporelle, eh bien, on va couper le mental. Comment on va faire? Et je vous propose de le faire en même temps. Hein, c'est que on va inspirer avec la bouche légèrement entrouverte. Ok. Et donc quand on inspire, on sent un air frais qui rentre. Hein, on sent l'air frais dans la bouche. Et puis quand on expire, on sent que l'air est chaud. D'accord? Donc on inspire, on expire, mais on va vraiment. Alors là, je vous propose de le faire par la bouche parce qu'on est en train d'apprendre l'outil. Après, vous pouvez le faire par le nez, c'est aucun problème. Hein. Mais on va d'abord donc être attentif à cette sensation d'air frais qui rentre et cette sensation d'air chaud qui ressort. Et en même temps, faites-le. Et en même temps, regardez un peu votre état intérieur, comment ça se passe. Et puis, au fur et à mesure donc il y a l'air chaud, l'air frais, au fur et à mesure qu'on va le faire, on va essayer d'être curieux de jusqu'où on sent cette sensation au fond de la gorge. Tiens, c'est vrai, je la sens déjà au bout, au niveau des amygdales. Oui, j'arrive à la sentir là. Et puis peut-être que si je descends, je vais la sentir un peu plus vers le larynx. Ok. Puis peut-être que si je descends, ben, je vais la sentir même carrément en bas de la gorge, au niveau de l'ésophage. Ok. Cette sensation d'air frais, d'air chaud. Continuer à respirer comme ça, bouche ouverte. Et peut-être que je peux même la sentir carrément dans la poitrine. Il y a des personnes qui la sentent jusque dans la poitrine. Mais l'idée, c'est que non seulement j'ai respiré, mais je me suis concentré juste sur jusqu'où je ressens la sensation de l'air frais et de l'air chaud qui rentre et qui sort. Et là, en faisant ça, j'ai coupé ma pensée, je l'ai focalisée sur le moment présent par cette sensation que je vis dans le moment présent. Et donc, je me suis recentré, moi, avec cette sensation corporelle, ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement, je vous garantis qu'en 5 secondes, vous sortez du stress quand vous l'utilisez régulièrement. Et je ne sais pas, on va peut-être refaire un petit peu d'échange là, si vous avez pu essayer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si vous ouvrez le micro, je vous vois arriver. Sinon, je regarde les...
les questions. N'hésitez pas à ouvrir le micro et puis manifestez-vous. La vulnérabilité fait partie des compétences ICF. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'ai pas les nouvelles compétences. Je sais que ça a changé. Isabelle. Oui. Bon, moi, je pratique le Hatha Yoga depuis plus de 35 ans. Donc, je peux dire que avec le Hatha Yoga, bon, qui est une respiration plus du ventre, ben, ça, on le retrouve très facilement. Je suis coach, mais en même temps, j'enseigne le Hatha Yoga. Et avec mes élèves sur le tapis en ce moment, même avec Zoom, j'arrive à leur donner des cours et il y a beaucoup de résultats. Et donc, je pense que vraiment la respiration, ben, ça peut tous nous sauver. Oui, parce qu'on se ressent sur soi. Tu es d'accord avec cette notion de revenir soi avec soi, quoi. Tout à fait. Oui. Et puis, on se retrouve dans notre base centrale. Bon, ça peut être au niveau de la gorge. C'est vraiment tous les gens qui ne sont pas habitués à respirer, quand ils ont un gros stress, c'est là que ça sert. Hein. En plus, oui. Oui. Donc, voilà. Donc, l'outil est bien aussi. Ok. Merci pour ton partage, Isabelle. Alors, je vais parler de la méthode Coué. La méthode Coué, suggestion, auto-suggestion, méthode Coué. Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout, ça fonctionne parce que l'idée, c'est de canaliser la pensée. C'est vraiment surtout ça. Isabelle, je me permets de couper ton micro, c'est OK? Oui, vas-y. C'est vraiment parce qu'on va avoir ramené la pensée dans l'observation d'une sensation corporelle dans l'instant présent, qu'elle n'est plus en train de partir dans ce que j'ai envie d'appeler les fantasmes de la pensée qui va à droite à gauche, qui va visiter toutes les peurs, etc. etc. Le virus attaque l'appareil respiratoire. Oui, Benoît. Oui, effectivement. C'est difficile quand on a des douleurs. J'ai envie de dire que là aussi, la douleur, alors je sais pas, la douleur, l'acceptation de la douleur, ça peut paraître paradoxal et difficile à entendre, mais c'est toujours pas à partir du moment où on va vraiment essayer de résister à ce qui se passe et qu'on est dans cette résistance, j'ai envie de dire, ça ne fait qu'amplifier le symptôme. Donc là, oui, il y a des douleurs, mais c'est pas grave, je vais quand même respirer. Je vais quand même me concentrer. Peut-être même le fait de, j'ai envie de dire, concentrer la pensée sur la douleur en elle-même, c'est aussi quelque chose qui coupe le mental. Là, on est d'accord, je suis pas docteur, je suis pas thérapeute, je suis pas un spécialiste du corps. C'est plutôt la psyché, la relation entre le corps, la pensée, etc. Mais c'est certain que si on a cette possibilité d'aller accrocher le mental sur quelque chose qui se passe en temps réel, que ce soit une sensation corporelle parce qu'on respire ou que ce soit une douleur, pourquoi pas, et bien quelque part on sort de ce stress. Okay, maintenant la douleur, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur la douleur que la voie de l'acceptation. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? S'il y a d'autres micros qui veulent s'ouvrir, profitez-en. Non, je vois quelle heure il est. On est presque à 1 heure, donc je vais continuer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remettre. Voilà. Hop. Donc, on a cette respiration sensorielle. En fait, tout ça, c'est quoi? On a avec Sami Kallel, donc dans nos bouquins Leadership du cœur et puis dans les promesses de l'intelligence neurosensorielle, développé un processus, c'est ce qu'on appelle le processus voir. Le V, c'est va vers toi, c'est l'axe de la responsabilité. Le O, c'est observe et investigue, c'est-à-dire c'est aller explorer, se poser plein de questions. Le I, c'est interroge ton intention. Quelle est mon intention? C'est là qu'on va parler justement d'être dans le cœur, d'être avec une intention constructive. Là, on est dans le don, cette motivation. Et puis le R, c'est relâche, lâcher le contrôle, faire confiance au vivant, pardonner, remercier. Et j'ai envie de dire que ce processus, il est chronologique. Et revenir vers soi, c'est le premier axe. C'est prendre du recul, c'est la toute première compétence. Vous voyez qu'on a 4 compétences par axe. Et donc prendre du recul, c'est la toute première compétence. Si déjà par rapport à n'importe quelle situation,
je reviens vers moi, je prends du recul et vraiment je reviens vers moi, ne serait-ce qu'avec cette petite respiration sensorielle, parce que je me désolidarise de cette attaque du mental et du coup je vais ramener la pensée dans le présent avec ces sensations corporelles, eh bien quelque part je vais créer un nouvel automatisme qui va me permettre à chaque fois que je suis face à une situation difficile d'adopter la bonne posture, celle de revenir vers soi, de se responsabiliser par rapport à la situation. Donc, on n'est plus à subir quelque chose de l'extérieur, on est au contraire à se poser même des questions. Tiens, ok, j'ai ces perceptions, peut-être qu'effectivement j'ai peur. Eh bien, j'accueille cette peur, je suis tourné vers moi, je vois cette peur, je l'accueille. Ok, qu'est-ce qu'elle vient me dire et tiens, et puis si j'allais la voir un peu plus près, si j'allais visualiser par exemple le pire du pire, hein, ça se fait en coaching de questionner sur le pire du pire. Je sais que c'est un peu, voilà, c'est un peu touchy, il faut y aller, voilà, faut être bien présent avec le coaché, mais oui, ben moi, si moi déjà je vais visualiser, ce serait quoi le pire du pire? Et il y a même un exercice rigolo, vous prenez deux personnes, vous demandez à un ami de vous demander, tiens, on va imaginer cette peur et puis on va dire le pire du pire. Oui, t'imagines s'il se passait ça, oui, et puis ça, il pourrait se passer ça, etc. Et on enchaîne, et au bout d'un moment, ça devient tellement absurde qu'on rigole. Et quand on rigole, c'est qu'on a activé le préfrontal, on est sorti un peu des résistances. Bon, c'est un truc qui me vient comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est prendre du recul, accepter tout ce qui se passe, y compris les émotions qui sont là, y compris la tristesse, y compris la colère, parce que c'est des besoins qui sont là, c'est des regrets qui sont là. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on va transcender tout ça? Bon, après, on est des coachs, on a tous les outils dont on a envie pour ça, mais j'ai envie de dire que systématiquement, cette prise de recul, cette capacité à revenir vers soi, et j'ai envie de dire, grâce aux sensations corporelles, c'est quand même un super outil et ça permet vraiment de tempérer et de sortir des peurs. Et alors, c'est justement l'idée de automatiser le retour vers soi. Toutes ces techniques nécessitent un entraînement. Et là, vous avez deux petites applis. Sur iPhone, ça s'appelle Lotus Bud. Et puis sur Android, ça s'appelle Mindbell. C'est des petites applis de pleine conscience. Et si vous les téléchargez sur votre téléphone, vous les mettez en route et puis ça fait un petit gong de temps en temps. Alors ça tombe bien, on est en confinement, on ne sera pas en réunion avec les collègues, etc. Donc vous avez ce petit gong qui va sonner de temps en temps. Et puis là, tiens, ok, je vais en profiter. Tiens, ce gong, je vais faire la map. À quoi je suis en train de penser? Dans quelle émotion je suis? Je fais un petit scan corporel. Comment sont mes sensations corporelles? Et puis tiens, je vais me faire à nouveau une petite respiration sensorielle. Voilà, je vais revenir ici avec moi dans ce moment présent. Je vais revenir dans ma lumière, sur mon trône, dans ma puissance intérieure, parce que en me reconnectant moi avec cet être qui est à l'intérieur de moi et qui est si grand, si magnifique, cet être de conscience, eh bien, je retrouve mon pouvoir personnel. Et c'est pas un pouvoir à la masculin où je vais essayer d'écraser l'autre. Non, c'est un pouvoir au contraire, un pouvoir féminin, masculin, féminin, où en même temps j'ai ce pouvoir, mais en même temps je le mets au service des autres. Et donc automatiser le retour vers soi, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire pour justement être capable de visiter toutes les situations difficiles avec plus de facilité. Voilà, je vous laisse mes sites si vous avez envie d'aller voir un peu plus. Donc mon blog oliviermaslow.com, ça raconte un peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est aussi un moyen de me contacter. Et neurosensorialinstitute.com, c'est l'institut de la neurosensorialité. C'est là qu'avec Samy Kalel, on poursuit nos recherches et on fait des formations sur la neurosensorialité. Il faut savoir que c'est des outils qui sont parfaitement au service de l'agilité, au service de l'intelligence émotionnelle, parce que ils nous reconnectent avec nous. Hein, quand on parle de la conscience de soi dans l'intelligence émotionnelle, on est directement là. Et alors en termes de coach, en termes d'outils de coach, dès qu'on est face à de l'émotionnel, à de la grosse émotion chez un coaché, le reconnecter avec ce qui se passe, le mettre en observation de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, au niveau vraiment des effets physiques qu'il va recevoir, qu'il va vivre par rapport à cette émotion, et l'inviter à accueillir et à observer sans essayer de modifier quoi que ce soit, et puis juste à laisser ses émotions s'exprimer à travers sa sensorialité, eh bien ça va aussi avoir un impact sur les charges émotionnelles négatives. On va vraiment nettoyer profondément des traumatismes qui datent
de l'enfance, mais toujours dans une posture de coach, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir ce qui s'est passé pendant l'enfance, mais ça vous le savez, on va juste s'occuper de ici et maintenant, comment revenir à soi, revenir à nous libérer des mensonges, de ses émotions, de ses peurs, etc., pour retrouver notre pleine puissance, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais à nouveau arrêter le partage. On peut peut-être se faire un petit des petites questions ensemble, et puis on arrêtera après. Mindbell et Lotusbud. Mindbell c'est sur Android et Lotusbud c'est sur iPhone. Donc, je sais pas, je vous écoute. S'il y a des questions, je regarde aussi le chat. Donc, dites-moi. Revoir le tableau voir, Véronique qui demande de voir le tableau voir. Alors, sinon, il est sur le fameux site, mais si je repartage l'écran. Donc, il est sur le fameux site, neurosensorial, c'est en anglais, -institute, avec un E, parce que c'est en anglais toujours, .com. Neurosensorial Institute, mais sinon, vous tapez mon nom, Olivier Masselot, avec 2 S, tout en attaché, en minuscule.com, et vous aurez aussi le lien vers les bouquins, vers tout ça. Et alors, le voir, je vais remonter sur voir, voir, il faut savoir que c'est vraiment une base sur laquelle on a même fait un test. On l'appelle le test SAT, Sense Agility Talents, qui va mesurer chacune de ces 16 compétences. Si vous voulez faire une capture d'écran, tout comme ça, allez-y. Mais je vous dis, c'est sur le site aussi. En fait, c'est 16 compétences, 4 par axe, qui nous permettent vraiment d'adopter, à partir du moment où on va adopter ces postures, on va adopter les postures idéal et chronologique, j'ai envie de dire, enfin en tout cas les axes sont chronologiques pour justement se mettre dans une forme d'agilité par rapport à ce qui est, de sortir des résistances, de faire ce qu'il faut faire aussi pour pouvoir avoir les bonnes informations, avoir la bonne intention et puis lâcher prise, parce que quand on se rend compte que en appliquant les 3 premiers axes, ça se passe déjà beaucoup mieux, bien j'ai envie de dire que le 4e est déjà plus simple. Oui, j'entends du monde. J'arrête le partage. Guéra. Guéra qui veut parler. Guéra, tu veux poser une question? Non. Non. Allô? Oui, Guéra, on t'entend. Ah, Oui, vous Guéra. m'entendez? Pardon, Oui. non, pas du tout. Je suis désolée, ça doit être une mauvaise manipulation. Est-ce que tu as un petit feedback alors, un petit feedback, on dit toujours qu'il faut conclure, il faut voir ce que ça a apporté la séance de coaching. Qu'est-ce que tu as envie de dire alors? Là, à brûle pour point, mais écoutez, par rapport à cette phase qui est un peu compliquée, effectivement, vous avez déjà énoncé tout un tas d'éléments, mais il me semblait quand même très important de pouvoir aussi en prendre conscience lors de la formulation. Et c'est vrai que je suis aussi passée par toute cette phase de douleur, de grief, et puis ensuite d'acceptation. Et je me suis fait la même réflexion que ce que vous énonciez précédemment, c'est-à-dire là maintenant, je vais savoir comment aider quelqu'un dans ma démarche de coach à dépasser un certain nombre de choses, un certain nombre de situations sur lesquelles j'avais bien évidemment bien réfléchi compte tenu de ce contexte. J'ai bien évidemment aussi en tête le processus du deuil et la courbe d'Elisabeth Kubler-Ross. Mais c'est encore plus concret, peut-être plus opérationnel quand on passe en plus par ce même cheminement, quand on se surprend à passer par ce même cheminement. Ok, super. Mission accomplie alors. Super. Non, mais c'est bien sûr, c'est encore mieux de pouvoir le mettre au mot et d'entendre qu'il y a aussi ce partage-là, ce sujet-là. J'ai envie de dire que même c'est ce que je ressens avec les personnes que j'accompagne, les personnes savent déjà plein de choses, mais ce n'est pas conscientisé. Le boulot d'un coach, c'est de conscientiser les éléments chez une personne, de lui faire prendre conscience. Une fois qu'il y a la prise de conscience, il y a l'avant et l'après. C'est comme un saut quantique.
Et en fait, ben, tant mieux si effectivement le fait de pouvoir mettre des mots, de pouvoir proposer des trucs tout bêtes, tout simples et tout, nous permettent justement de le concrétiser et de le mettre en application plus systématiquement. Et j'ai envie de dire que ce petit outil tout bête sur la map et la sensorialité et la respiration sensorielle, mais si tout le monde savait faire ça, imaginez, je pense qu'on aurait déjà une société beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus dans l'échange. Ok, donc à nous de le diffuser. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de propriété privée. Quand on parle de l'humain, il y a, j'ai envie de dire même, voilà, le partage, l'échange. Plus on progresse individuellement, plus l'ensemble progresse. Donc allons-y gaiement, allez-y, allez-y. Je pense que vos coachés ne seront que plus reconnaissants. Et ce que je trouvais d'ailleurs aussi très intéressant, c'était la mise en avant aussi prononcée de le côté émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, qui, bien sûr, quand on est coach, c'est une sensibilité qu'on doit avoir. Mais là, on est de toute façon d'emblée dans ce bain-là, émotionnel, pure émotion, instinctive, voilà, tous les réflexes du cerveau reptilien, mais qu'on doit effectivement, nous, prioritairement, bien, conscientiser. Oui, pour pouvoir la sensorialité, c'est vraiment la porte vers l'émotion. Et c'est vrai que dans notre société, on est quand même pas mal handicapé de la sensorialité et de l'émotionnel. Merci Guéra. Je vois Sophie qui a ouvert son micro. Moi, j'avais une petite question sur la perte de communication entre le cerveau automatique et le cerveau adaptatif. Et tu as parlé de mensonges. Et donc, je me disais, est-ce que c'est lié aux fausses croyances ou est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu là-dessus ? Oui, bah oui, c'est qu'en fait, dans notre expérience de vie, on a eu des expériences malheureuses, j'ai envie de dire, qui nous ont fait adopter des fausses croyances, effectivement, ou des valeurs, trop d'importance à une valeur. Je ne dis pas que les valeurs sont néfastes, mais mettre trop d'importance à une valeur va créer un besoin. Si la valeur n'est pas satisfaite, on va donc se retrouver en stressabilité. Plus l'importance à une valeur est élevée, plus on va être facilement stressable parce que le besoin ne sera pas satisfait. Donc, tous ces besoins issus de ces fausses valeurs ou de ces valeurs trop importantes, je parle vraiment des fixations, on est fixé sur quelque chose où on est vraiment dans ces importances, ou dans des fausses croyances parce que, voilà, j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de, etc., vont faire que automatiquement, on va se mettre dans une posture de repli, dans une posture de résistance, parce que du coup, on se sent menacé, parce qu'on sait que si on va dans telle ou telle posture, on va se faire punir, quelque part. Hein, c'est ce conditionnement punition-récompense. Donc, c'est simplement que l'automatique, il veut garder la main. Il est persuadé que ce qu'on lui a appris est vrai. Et il veut rester dans cette auto-vérité, et il n'a pas du tout envie de faire appel à quoi que ce soit. Il veut à tout prix trouver lui-même la solution, j'ai envie de dire. Il faut à tout prix que je trouve une solution, c'est pas possible, etc. Du coup, ça tourne en rond, mais comme il n'est pas capable de créer, parce qu'il est juste en train de reprendre le savoir qu'il a empilé, mais il n'y a pas cette créativité, cette intuition du cerveau adaptatif, eh bien, il tourne en rond. Et on a le mental qui tourne comme un petit hamster dans sa roue. Et oui, tiens, bien sûr, je vais faire ça. Et puis 2 secondes après, non, ça ne marche pas. Non, si, je vais faire ça. Et on dort plus la nuit, etc., etc. Alors que l'idée, c'est que revenir à soi, dans le moment présent, en coupant le jugement mental qui s'en va dans tous les sens, eh bien, rester dans ce silence, quelque part, laisse à ce moment-là la place à l'intuition. Et laisse la place à la créativité, laisse la place à retrouver quelque chose de beaucoup plus grand que ce petit mental qui court en boucle pour essayer de trouver comme un lapin. Ça me fait penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tout de suite, il faut tout avec l'horloge, voilà, non. Retour ici, retour dans le moment présent, retour à soi, retour dans le ici et maintenant. Et puis, voilà, je me pose la question, mais je ne cherche même pas à apporter une réponse, parce que la première réponse, comme je dis tout à l'heure, ce serait une réponse du mental. Non, au contraire, je me pose la question, ok, comment prendre le confinement, par exemple, ok, comment m'enrichir à travers le confinement. Et je ne vais même pas essayer d'apporter une réponse, je vais juste laisser la porte ouverte de cette question,
Parce qu'à un moment ou un autre, si je me repose cette question au moment de m'endormir, au moment de me lever, etc., si je me la repose régulièrement, tout d'un coup, il y a des réponses qui vont arriver. Et là, c'est des réponses profondes qui viennent vraiment de l'être intérieur et qui vont là, à ce moment-là, c'est même plus je pense que c'est les solutions. Non, c'est évident. C'est évident, c'est la réponse. C'est ma bonne réponse ici et maintenant. Et après, ça peut évoluer. Après, je m'adapte. Hein, voilà. Mais ici et maintenant, j'ai ces évidences qui arrivent et puis qui, du coup, vont me permettre de traverser la situation. Et puis d'être curieux de ce qui va arriver. J'aime bien aussi dire qu'on n'est pas dans une posture de sachant de cette automatique qui sait tout. On est dans le non-sachant. Je ne sais pas ce qui va se passer. En même temps, je suis curieux de ce qui va arriver. Et puis, à partir du moment où j'ai confiance qu'il y a quelque chose en moi qui est capable d'apporter des réponses que je n'ai pas dans mon automatique, eh bien, voilà, on verra bien. Et puis, je me mets dans cette adaptabilité naturelle qui va me permettre d'aller traverser tout ça. Super. Merci, Olivier. Avec plaisir, Sophie. Sylvie, tu as rouvert ton micro. Ben écoute, oui, parce que je me sens complètement en phase, je dirais, en communauté d'âme avec ce que tu dis. Et j'avais du coup envie de partager, comment dire, des mots, une sémantique que je propose aux personnes que j'accompagne quand on est dans ces moments-là. Volontiers. C'est juste de dire que quand on veut décider, étymologiquement, ça vient de décadérer. On tombe, on chute, décadérer, on coupe quelque chose. Et en fait, ça dit qu'en fait, on se coupe parce qu'on reste dans le mental, simplement, décider. Alors qu'évidence, et j'utilise le même mot que toi, quand on est dans l'évidence, là, étymologiquement, on est dans quelque chose qu'on voit. Tout d'un coup, on voit. Et voir, on retrouve là la notion de se rebrancher sur sa sensorialité et de se rebrancher sur quelque chose qui est beaucoup plus ample et beaucoup plus ouvert. Donc, je partage carrément. Alors, un grand merci parce que moi j'adore tout ce qui était sémantique comme ça, etc. Et là, je ne savais pas décider, décadérer. J'adore. Merci beaucoup. Les mots, hein, il y a la magie des mots à travers tout ça. Oui, effectivement. Oui, l'évidence. Ah oui, merci pour ce partage. J'apprécie vraiment. Bon, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. Je vois qu'a priori, il n'y a pas d'autres questions je vois pas de... Ah si, Violaine qui vient d'ouvrir son micro. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment riche, inspirant, répondant à des questions. Je vais garder de plus en déstresser, plus poser une question ouverte sans réponse. Ça me va bien. Voilà, et petit clin d'œil aussi pour ceux que ça intéresse. Je vais faire participer à un petit café coach virtuel le 14 mai qui sera émotion, nos meilleurs atouts dans le coaching. Voilà, parce que je travaille beaucoup sur les émotions moi aussi. Et je suis très heureuse de partager. Ok, super, parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre participation. Merci pour vos merci. Merci pour Cathy qui nous a permis de vivre ce moment-là. Et puis, allez, je crois qu'il est question que j'en fasse un autre la semaine prochaine sur le coaching à distance. Parce que je pratique pas mal de coaching à distance. Donc, peut-être à la semaine prochaine. En tout cas, plein de belles choses à travers ce confinement et à travers tout ce que vous faites de beau pour l'être humain. Merci beaucoup. Et bye bye.